il y a des vendredis qui passent inaperçus, et il y a ce vendredi. Un jour qui ne ressemble à aucun autre. Un jour où le football africain retient son souffle. Un jour où le silence des bureaux pèse plus lourd que le bruit des stades. Le compte à rebours est lancé. Le tic-tac de l'horloge résonne comme un avertissement dans les couloirs feutrés du pouvoir sportif continental. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un simple dossier disciplinaire. C'est une confrontation historique. Un face-à-face entre une nation et une institution. L'Algérie contre la Confédération africaine de football. Le terrain? Lausanne, en Suisse. Le stade? Le tribunal arbitral du sport. Et là-bas, il n'y a ni supporters, ni fumigène, ni pression de couloir. Il n'y a que le droit. Brut. Froid. Implacable. Tout est parti d'une décision. Une de celles qui tombent d'habitude en fin de communiqué, noyée dans le langage administratif. Une décision présentée comme purement disciplinaire, presque routinière sur le papier. Mais dès sa publication, quelque chose a sonné différemment. Officiellement, il s'agissait d'appliquer un règlement. Officieusement, l'impact ressemblait à une déflagration. Car ces sanctions n'ont pas été perçues comme de simples mesures correctives. Pour beaucoup d'observateurs du football africain, elles ont semblé d'une sévérité inhabituelle, déconnectée de la nature des faits reprochés. Le mot qui revenait le plus souvent dans les analyses n'était pas fermeté. C'était disproportion. Certains parlaient même d'un signal envoyé bien au-delà du terrain. Et c'est là que le dossier a changé de dimension. On ne parlait plus seulement de comportements individuels. On ne parlait plus uniquement de joueurs sanctionnés après un match tendu. La portée paraissait plus large. Plus institutionnelle. Plus symbolique. Ce qui était touché, ce n'était pas seulement une feuille de match. C'était une fédération dans son ensemble. Une sélection nationale dans sa dynamique. Et, au-delà du sport, l'image d'un pays attaché à son poids historique sur la scène africaine. Dans les heures qui ont suivi, l'émotion aurait pu l'emporter. La colère était palpable chez les supporters, les anciens joueurs, les analystes. Les réseaux se sont enflammés. Les débats télévisés se sont durcis. Tout poussait vers une réaction immédiate, bruyante, frontale. À ce moment précis, deux chemins se dessinaient. Le premier était instinctif, dénoncer, menacer, envisager le boycott, entrer dans un bras de fer médiatique. C'est souvent la réaction la plus visible, celle qui rassure l'opinion à court terme mais qui, dans les coulisses, affaiblit parfois la position stratégique. Le second était plus discret. Plus froid. Plus exigeant aussi. Répondre non pas par le bruit, mais par la méthode. C'est cette voie que l'Algérie a choisi d'emprunter. Pas de déclaration incendiaire dans l'immédiat. Pas de geste spectaculaire destiné à faire la une pendant 24 heures. À la place, un silence inhabituel. Un silence qui n'avait rien de passif. Un silence organisé, presque calculé. Celui des institutions qui prennent le temps d'aligner les textes, de relire les règlements, de consulter les juristes spécialisés en droit du sport international. Un silence qui, vu de l'extérieur, pouvait sembler de la retenue. Mais qui, en réalité, ressemblait davantage à la préparation d'un dossier. Car dans le football moderne, les batailles les plus décisives ne se gagnent plus seulement sur la pelouse. Elles se jouent aussi dans les salles d'audience, dans l'interprétation des règlements, dans la capacité à démontrer qu'une sanction n'est pas seulement sévère, mais juridiquement contestable. Ce choix du calme a envoyé un message clair, la riposte ne serait ni émotionnelle ni improvisée. Elle serait construite. Argumentée, portée sur le terrain du droit. Un terrain invisible pour le grand public, mais redoutable pour les instances. Parce que là, ce ne sont plus les rapports de force politique qui dominent. Ce sont les textes, les preuves, la cohérence. Et c'est souvent dans ce silence-là que se préparent les contre-attaques les plus puissantes. Il n'y a pas eu d'explosion médiatique. Pas de conférence de presse sous tension. Pas de menaces lancées à chaud devant les caméras. Dans un contexte où la polémique aurait pu enfler à la vitesse des réseaux sociaux, la réaction officielle a surpris par sa retenue. Aucun discours enflammé, aucune posture dramatique destinée à galvaniser l'opinion. Le ton est resté mesuré. Presque froid. Mais derrière cette sobriété apparente se préparait un mouvement autrement plus lourd de conséquences.
Une décision nette. Réfléchie. Structurée. Saisir le tribunal arbitral du sport. Pour le grand public, cela peut sembler être une étape administrative parmi d'autres. Pour les acteurs du sport international, c'est tout l'inverse. Porter un dossier devant le TAS n'a rien d'un symbole ou d'un simple recours de principe. C'est une procédure exigeante, coûteuse en temps, en expertise et en crédibilité. On n'y va pas pour faire pression médiatiquement. On y va lorsqu'on estime que son dossier peut tenir face à un examen juridique implacable. Car à partir de cet instant, le terrain change complètement. On quitte l'espace des débats télévisés, des interprétations passionnées et des rivalités d'influence. On entre dans un univers où chaque mot compte, où chaque décision doit reposer sur un texte précis, où chaque sanction doit pouvoir être justifiée point par point. Saisir le TAS, c'est en réalité adresser un message clair et structuré à l'instance qui a sanctionné. Désormais, la discussion ne se fera plus sur le terrain de la perception, mais sur celui de la démonstration. Ce ne sont plus les rapports de force institutionnels qui dominent, mais la solidité des arguments. Ce ne sont plus les positions de principe, mais les bases réglementaires qui sont passées au crible. Autrement dit, la question centrale devient simple, presque implacable, sur quels articles précis repose la décision. Quelles preuves concrètes viennent l'étayer? La sanction est-elle cohérente avec la jurisprudence existante? Respecte-t-elle le principe fondamental de proportionnalité? Ce basculement change tout. Car devant le tribunal arbitral du sport, aucune décision n'est protégée par son origine institutionnelle. Elle doit se défendre seule, dossier à l'appui. Chaque ligne peut être contestée. Chaque formulation peut être analysée. Chaque incohérence peut devenir un point de fragilité. C'est pour cela que, dans les coulisses du sport mondial, cette démarche est souvent décrite comme l'étape ultime d'un conflit. Non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est définitive dans sa logique. Une fois la procédure engagée, le débat sort du champ politique pour entrer dans celui du droit pur. En choisissant cette voie, la stratégie affichée est claire, faire reconnaître que l'enjeu dépasse l'émotion du moment, et qu'il s'agit avant tout d'une question de règles, d'équité et de cadre juridique. C'est une manière de dire, sans hausser le ton, si la décision est solide, elle résistera. Si elle ne l'est pas, elle devra être réexaminée. Et dans le football moderne, où les institutions sont de plus en plus confrontées au contrôle juridique, cette étape est souvent celle qui redessine durablement les rapports entre les fédérations et les instances dirigeantes. La démarche de la FAF n'avait rien d'un simple échange protocolaire. Il ne s'agissait pas de demander des éclaircissements pour la forme, ni d'ouvrir un dialogue de façade. Exiger les fondements juridiques écrits d'une sanction est, dans le droit du sport international, un acte lourd de sens. C'est une étape précise, stratégique, presque technique, mais qui, pour les spécialistes, signifie une chose très claire: le dossier est en train de se structurer pour une confrontation sur le terrain juridique. À partir du moment où cette demande est formulée, le débat change de nature. On ne parle plus de ressenti, ni de contexte émotionnel d'un match sous tension. On entre dans le domaine de la justification formelle. L'instance qui a sanctionné doit alors exposer sa décision de manière rigoureuse, documentée, vérifiable. Concrètement, cela implique de répondre point par point, sur quel article exact du règlement disciplinaire la décision repose-t-elle? Quelle interprétation précise de ce texte a été retenue? Quels éléments factuels viennent appuyer cette lecture? Les images vidéo sont-elles versées au dossier? Les rapports des officiels, arbitres, commissaires de match, délégués, sont-ils clairs, cohérents, circonstanciés? Et surtout, question centrale dans toute procédure sportive moderne, la sanction est-elle proportionnée aux faits établis? Ce principe de proportionnalité est un pilier du droit disciplinaire. Une faute peut être reconnue, mais encore faut-il démontrer que la peine correspond à la gravité réelle des actes, à leur contexte et à la jurisprudence existante. C'est souvent là que les décisions se fragilisent. Ces interrogations ne sont donc pas destinées à l'opinion publique. Elles ne visent pas à nourrir un débat télévisé. Elles constituent l'ossature même d'un futur argumentaire juridique. Car devant le tribunal arbitral du sport, une décision ne tient pas par son autorité institutionnelle. Elle tient par sa cohérence interne. Par la solidité de son dossier. Par l'alignement entre les faits, les textes et la sanction. Si les réponses apportées sont précises, étayées, juridiquement fondées, la décision peut être confirmée.
Mais si des zones d'ombre apparaissent, des éléments manquants, des justifications trop générales, des contradictions, ces failles deviennent des points d'attaque. Et à ce niveau, le TAS ne juge pas l'intention. Il juge la construction juridique. C'est pour cela que cette demande de motivation écrite marque un tournant, elle oblige la décision à quitter le registre de l'autorité pour entrer dans celui de la démonstration. Et dans cet exercice, chaque détail compte. À Lausanne, le décor change complètement. On quitte les arènes politiques, les jeux d'influence, les équilibres régionaux qui pèsent parfois dans les compétitions continentales. Devant le tribunal arbitral du sport, les statuts, les alliances historiques et les réseaux relationnels perdent leur poids. Ce qui faisait autorité dans les couloirs ne suffit plus dans une salle d'audience. Le TAS fonctionne selon une logique différente. Plus froide. Plus méthodique. Les arbitres ne s'appuient pas sur des rapports de force institutionnels, mais sur des éléments vérifiables. Ce qui compte, ce sont les règlements tels qu'ils sont écrits, les faits tels qu'ils sont établis, et la manière dont les décisions s'inscrivent dans la jurisprudence existante. Autrement dit, 4 piliers dominent, les textes, d'abord, parce qu'aucune sanction ne peut exister en dehors d'une base réglementaire claire. Les preuves, ensuite, images, rapports, documents officiels, tout ce qui permet de relier les faits aux accusations. La jurisprudence, car le TAS veille à la cohérence des décisions avec celles rendues dans des affaires comparables. Et enfin la cohérence globale du dossier, l'alignement entre la faute, son contexte et la sanction prononcée. C'est cette rigueur qui fait la réputation du tribunal suisse. Une instance qui ne s'intéresse ni à la notoriété d'une fédération, ni au poids politique d'une confédération, mais à la solidité juridique d'un dossier. Dans ce contexte, la démarche algérienne ne ressemble pas à un coup de poker. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, encore moins une posture destinée à impressionner. C'est l'utilisation d'un cadre que ses dirigeants connaissent. Un terrain déjà exploré par le passé, lors de contentieux qui avaient dépassé le simple cadre sportif et marqué durablement les rapports entre instances et fédérations africaines. Cette expérience joue un rôle important. Elle signifie que la procédure, ses délais, ses exigences et ses risques sont maîtrisés. Aller à Lausanne implique une préparation méticuleuse, une documentation solide et une stratégie juridique claire. Cela montre surtout une conviction, celle que le débat ne doit plus se limiter au terrain de l'interprétation, mais être tranché dans l'espace où seule la structure du dossier fait foi. Et dans ce type d'arène, la réputation ne protège personne. Seule la qualité de l'argumentation résiste. Ce qui donne à cette affaire une résonance particulière, ce n'est pas seulement le contenu des sanctions. C'est le moment dans lequel elle intervient. Le football africain traverse une période où le débat sur la gouvernance et la cohérence des décisions disciplinaires est devenu plus visible. Dans plusieurs compétitions, certaines décisions ont suscité l'incompréhension, parfois la contestation, chez des observateurs, d'anciens joueurs ou des analystes. On parle de sévérité jugées excessives dans certains cas, de clémence perçue comme étonnante dans d'autres. Ces contrastes alimentent un climat de doute. Il ne s'agit pas forcément de remettre en cause l'ensemble du système, mais d'un ressenti qui s'installe, celui d'un manque d'uniformité. Dans un environnement aussi exposé que le football moderne, la cohérence est essentielle. Dès qu'elle semble vaciller, la suspicion s'installe, même en l'absence de preuves formelles d'irrégularité. C'est dans ce contexte que le dossier prend une dimension qui dépasse largement une seule fédération. Parce que la contestation ne s'exprime pas ici par des slogans ou des campagnes d'opinion. Elle se traduit par un choix institutionnel, porter le débat devant une juridiction indépendante du cadre continental. C'est une manière de dire que la discussion ne porte plus uniquement sur une décision précise, mais sur la manière dont ces décisions sont fondées, motivées et proportionnées. En ce sens, l'Algérie se retrouve, volontairement ou non, au centre d'une question plus large, celle du contrôle juridique des décisions sportives en Afrique. Non pas dans une logique d'affrontement politique, mais dans une démarche qui consiste à demander qu'une décision soit examinée à l'aune des standards internationaux du droit du sport. Ce déplacement du terrain, des polémiques vers la procédure, change la nature même de la contestation. Elle quitte l'espace émotionnel pour entrer dans celui de la vérification juridique. Et c'est précisément ce qui donne à cette affaire une portée qui dépasse le cadre d'un match ou d'un incident isolé. Ce qui se joue, au fond, c'est la capacité d'un système à accepter que ces décisions puissent être examinées, discutées et, si nécessaire, réévaluées par une instance indépendante. Dans le sport moderne,
ce mécanisme de contrôle n'est pas une faiblesse. Il est souvent considéré comme une garantie de crédibilité. Ce vendredi marque une étape clé dans la chronologie du dossier. Pas forcément spectaculaire en apparence, mais déterminante sur le fond. À ce stade, la procédure entre dans une phase où la solidité juridique des décisions devient centrale. Les éléments transmis, les motivations détaillées et les pièces versées au dossier prennent une importance capitale. C'est le moment où une sanction cesse d'être simplement une décision institutionnelle pour devenir un acte qui doit pouvoir se défendre sur le plan du droit. Deux scénarios se dessinent alors. Dans le premier, l'instance disciplinaire est en mesure de présenter un dossier structuré, précis, cohérent, texte clairement invoqué, faits établis, preuves identifiables, raisonnement logique entre les actes reprochés et les sanctions prononcées. Dans ce cas, la décision gagne en légitimité, car elle repose sur une architecture juridique lisible. Dans le second scénario, des zones d'ombre apparaissent. Des motivations trop générales, des références réglementaires imprécises, des éléments de preuve insuffisamment explicités ou une justification de la sanction qui semble déséquilibrée au regard des faits. Ce sont ces fragilités qui, dans une procédure arbitrale, peuvent devenir déterminantes. Car en matière de droit disciplinaire sportif, l'absence de clarté n'est jamais anodine. Une décision doit être compréhensible, motivée, proportionnée. Lorsqu'un point reste flou, il ouvre la porte à la contestation. Lorsqu'une justification manque, elle affaiblit l'ensemble de l'édifice. Les dossiers juridiques ne s'effondrent pas toujours sur de grands principes. Ils cèdent souvent sur des détails mal consolidés, des enchaînements insuffisamment démontrés, des liens qui n'ont pas été formalisés. C'est pour cela que cette étape est perçue comme un tournant, elle déplace le débat du terrain de l'autorité vers celui de la démonstration. Et dans cet espace, la rigueur devient la meilleure protection, tandis que l'imprécision peut, peu à peu, se transformer en point de vulnérabilité. En parallèle du débat public, un autre travail se déroule, beaucoup plus discret mais tout aussi décisif. Un travail de précision, presque technique, loin des caméras et des plateaux télé. Du côté de la fédération, la gestion du dossier suit une ligne de conduite rigoureuse. Les échéances procédurales sont respectées, les documents transmis dans les délais impartis, les étapes administratives franchies sans approximation. Ce type de discipline peut sembler secondaire pour le grand public, mais dans une procédure internationale, elle est fondamentale. Car dans les contentieux sportifs, un dossier ne se perd pas uniquement sur le fond. Il peut aussi se fragiliser sur la forme, un délai dépassé, une pièce mal enregistrée, une demande incomplète. Ces détails, parfois invisibles de l'extérieur, peuvent peser lourd devant une juridiction arbitrale. C'est précisément ce terrain que la fédération semble vouloir verrouiller. En respectant scrupuleusement la procédure, elle évite d'offrir à la partie adverse un angle d'attaque qui ne porterait pas sur le contenu du dossier, mais sur sa recevabilité. Cette approche traduit une certaine culture institutionnelle. Celle qui consiste à considérer qu'un dossier solide ne repose pas seulement sur des arguments, mais aussi sur la manière dont ils sont présentés, ordonnés, documentés. Chaque étape devient une pièce d'un ensemble plus large. Dans ce type de confrontation juridique, la préparation ne se voit pas, mais elle se ressent dans la cohérence globale du dossier. La régularité procédurale devient alors une forme de crédibilité, elle montre que la contestation n'est ni improvisée ni émotionnelle, mais construite selon les règles mêmes du système que l'on saisit. C'est souvent ainsi que se distinguent les institutions habituées aux grandes procédures internationales, en réduisant au minimum la part de hasard, en anticipant les exigences formelles, en avançant avec méthode plutôt qu'avec précipitation. Et dans un environnement où chaque détail peut être scruté, cette rigueur devient en soi un élément stratégique. Peu à peu, ce dossier a cessé d'être uniquement celui d'une fédération face à une instance. Il a pris une autre ampleur. Une portée qui dépasse les frontières nationales. Car lorsqu'une affaire sportive arrive devant le tribunal arbitral du sport, elle sort du cadre local ou continental pour entrer dans un espace juridique mondial. Ce qui est examiné ne concerne plus seulement les parties en présence, mais les principes qui encadrent leurs relations. Dans ce sens, l'enjeu dépasse le cas précis. Il touche à la manière dont les décisions disciplinaires sont construites, motivées et contrôlées. Il interroge l'équilibre entre le pouvoir des instances dirigeantes et le droit des fédérations à contester une sanction qu'elles jugent infondée ou disproportionnée. Une décision du TAS ne reste jamais isolée. Elle s'inscrit dans une continuité juridique. Elle peut être citée, comparée,
utilisée comme référence dans de futures affaires. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Et dans le sport moderne, cette jurisprudence joue un rôle essentiel, elle harmonise les pratiques, elle fixe des lignes directrices, elle rappelle les limites à ne pas franchir. C'est là que ce dossier prend une dimension continentale. Parce que d'autres fédérations, confrontées un jour à des situations similaires, regarderont comment le tribunal a analysé les textes, évalué les preuves, apprécié la proportionnalité des sanctions. Ce type de décision peut influencer durablement la manière dont les instances disciplinaires rédigent et motivent leurs futures décisions. Il ne s'agit donc plus seulement d'un différend ponctuel. C'est un moment qui peut participer à redéfinir les rapports entre autorité institutionnelle et contrôle juridique. Voilà pourquoi l'affaire est suivie avec attention bien au-delà du continent africain. Les juristes du sport, les dirigeants de fédérations, les responsables disciplinaires observent ce type de procédure avec intérêt. Non par curiosité, mais parce qu'elle touche au fonctionnement même de la gouvernance sportive. Lorsqu'un système de décision est examiné devant le TAS, ce n'est pas seulement un verdict qui est attendu. C'est une clarification. Une mise au point sur la manière dont le droit encadre le pouvoir sportif. Et dans un univers aussi structuré que celui du football international, ces clarifications résonnent toujours au-delà du cas qui les a fait naître. Cette fois, il n'y aura ni stade plein, ni hymne, ni coup d'envoi sous les projecteurs. Aucun arbitre ne sifflera le début des débats. Aucune prolongation ne viendra offrir une seconde chance dans le dernier instant. Et pourtant, l'intensité est comparable à celle des plus grandes finales. Parce que ce face-à-face se joue sur un autre terrain. Un terrain sans pelouse, sans tribune, mais où chaque détail peut faire basculer l'issue. Ici, la pression ne se mesure pas au bruit du public, mais au poids des arguments déposés sur une table d'arbitrage. D'un côté, une instance qui doit démontrer que ses décisions reposent sur un cadre réglementaire clair, une lecture cohérente des faits et une application mesurée des sanctions. De l'autre, une fédération qui estime que son rôle est de défendre ses droits par les outils prévus par le système lui-même, les textes, la procédure, le recours juridique. Il ne s'agit plus d'un duel sportif. Il s'agit d'une confrontation de raisonnement. Dans ce type de bataille silencieuse, la dynamique change complètement. Les émotions s'effacent derrière les dossiers. Les déclarations publiques laissent place aux pièces versées à la procédure. Chaque mot compte, chaque preuve pèse, chaque incohérence peut devenir décisive. Lorsque le football franchit la porte d'une juridiction arbitrale, les règles du jeu se transforment. Ce ne sont plus la vitesse, la technique ou l'inspiration qui font la différence. Ce sont la solidité des démonstrations, la logique des enchaînements, la capacité à relier un fait à un texte, et un texte à une décision. À ce niveau, la notoriété ne marque pas de but. L'influence ne change pas le score. Seule la force du dossier parle. Et cette fois, ce n'est ni à Alger, ni dans une capitale africaine, ni dans un stade que l'issue se dessinera. Le rendez-vous est ailleurs. À Lausanne. Là où les matchs ne se jouent pas avec un ballon, mais avec des preuves.